Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Notre invité du jour met ses compétences au service de la préservation de l'environnement. Clémentine Mossé, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieure de formation. Vous avez cofondé à Lyon l'association The Greener Good avec pour mission de sensibiliser à la fois les citoyens aux enjeux environnementaux et de les accompagner surtout vers des modes de vie et de consommation plus responsables. Vous avez initié plusieurs projets, notamment le festival Greener tout simplement parce que c'est son nom, et puis aussi ce guide consommer responsable à Lyon et dans ses environs. On va découvrir tout de suite d'où proviennent vos motivations et votre engagement. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Clémentine, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes formidable, vous êtes fondatrice et plutôt cofondatrice de l'association The Greener Good, une association que vous avez créée il y a presque 10 ans, désormais en 2016, et qui a pour but de sensibiliser à l'écologie l'ensemble du public en les informant donc sur le lien entre nos actions quotidiennes et les grands enjeux écologiques. Une prise de conscience que vous avez eue il y a quand même très longtemps maintenant, c'était durant votre enfance. Pour quelles raisons vous avez pris conscience de cela ? Alors, les premiers souvenirs que j'ai quand j'étais petite avec mes parents, on allait tous les ans faire la même randonnée dans les Alpes. On allait dans les écrins voir le glacier blanc, qui est un glacier assez connu. Et en fait, tous les ans, je voyais le glacier reculer, fondre. Moi, étant petite, donc ouais, j'avais peut-être 8-10 ans, ça me perturbait vraiment de constater ça de mes yeux. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait clairement un réchauffement climatique, que petit à petit, les glaciers qu'on connaît dans les Alpes, pas très loin de chez nous, fondent, disparaissent. Et puis, j'ai conscientisé, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais assez jeune, j'avais l'intuition que notre société productiviste qui produit pour qu'on consomme, qu'on jette à la fin, ça n'allait pas le faire bien longtemps. Voilà, donc c'est vraiment parti de là. Et pour autant, vous n'avez pas suivi vos études dans ce domaine puisque vous avez fait une classe prépa scientifique pour ensuite intégrer l'école centrale de Marseille. Vous étiez plutôt au bord de la Méditerranée à ce moment-là, école donc d'ingénieur généraliste. Comment vous avez, à l'époque, lors de vos études, illustré quand même vos engagements pour l'écologie sur ce territoire ? Alors c'est comme vous l'avez dit, moi j'ai un peu suivi les rails, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ignorais qu'on pouvait peut-être trouver une formation en lien avec nos appétences, en l'occurrence l'écologie, l'environnement. Et donc après cette classe prépa, je me suis retrouvée dans cette école d'ingénieur généraliste où là, vraiment j'ai eu la chance de découvrir une multitude d'associations. C'était un campus très, très vivant, très actif et je me suis engagée assez naturellement dans l'association écolo du campus, dont le nom est ISF, Ingénieurs sans frontières, qui est une association nationale, mais en l'occurrence, c'était la seule qui se préoccupait de ces enjeux-là. Dans cette association, j'ai mis en place des choses très simples et très concrètes. Par exemple, mettre en place des paniers bio pour les profs et les étudiants, mettre en place des éco-cups pour remplacer les gobelets en plastique. Voilà, c'était très simple, très concret, donc j'aimais bien. Et en parallèle, j'ai aussi découvert d'autres formes d'engagement. Je me suis investie dans le forum Phocéen, qui était l'association qui organisait les forums de rencontres entre les étudiants et les entreprises, vous savez, pour trouver un premier emploi, un stage, etc. Et c'est là que j'ai découvert l'engagement collectif avec un résultat très concret, très palpable à la fin, à savoir un événement. Ce qui vous sert encore aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment là que j'ai découvert ce que c'est, les coulisses de l'organisation d'événements et le travail d'équipe aussi qui m'a vraiment plu. Et à la sortie de vos études, vous avez travaillé dans un premier temps pendant 7 ans, à la fois pour une filiale de la SNCF et puis aussi pour un bureau d'études en lien avec le trafic routier et le développement des lignes de tramway et de bus. C'était à Lyon. Une première expérience qui ne vous a pas réellement contenté, qui n'avait pas le sens que vous vouliez avoir. Alors vous avez créé en parallèle, en 2016, à Lyon donc, l'association The Greener Good. Quel a été le déclic ? Pourquoi vous avez voulu vraiment aller encore plus loin dans cet engagement ? Alors je dirais qu'il n'y a pas eu un déclic très précis, c'est plus de longues périodes d'introspection, de réflexion pour trouver un projet qui me fasse vraiment vibrer. En fait, j'ai eu plusieurs réflexions, c'est-à-dire que déjà,
je me rendais compte que dans mon quotidien, je changeais pas mal de choses. Voilà, je commençais à réfléchir à ma consommation de vêtements. Moi qui adorais faire les soldes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème aussi avec la fabrication des vêtements, donc j'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi aussi à la quantité de déchets que je produisais au quotidien. J'ai changé voilà, pas mal d'habitudes dans mon quotidien et je me suis rendu compte que c'était possible. Je me suis rendu compte aussi que c'était possible de le faire sur le territoire lyonnais parce qu'il y avait plein de structures qui proposaient justement des vêtements un peu plus éthiques, écologiques, qui avaient des boutiques qui proposaient des cosmétiques naturels, etc. Et pour ça, il fallait une association parce qu'il fallait porter vos convictions assez largement. Voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit que j'avais envie de passer mon engagement de l'individuel au collectif. Je me suis dit, c'est bien beau de faire ça dans mon coin, mais si je suis la seule à le faire et que autour de moi, voilà, ça percute pas, on va dire, ça va pas aller bien loin. Et qu'est-ce que vous avez lancé alors dès le début avec cette association? Eh bien, mon tout premier projet, c'était de créer un événement. Voilà, un événement pour rassembler les personnes qui, comme moi, avaient envie d'agir, de changer leur mode de vie, de connaître les initiatives du territoire. Et donc, l'association, je l'ai créée en juin 2016 et en octobre de la même année, en octobre 2016, on a créé un tout premier événement avec des conférences, des ateliers. Qui aujourd'hui existe encore, qui s'appelle The Greener Festival. Là, on voit des images de 2024. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse changer à son échelle les choses? Alors déjà, ce qu'on propose, c'est des clés de compréhension. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend plein de choses. On parle d'empreinte carbone, on parle de pollution, de ressources, etc. Donc on essaye vraiment de simplifier l'information pour comprendre finalement sur quoi agir et comment agir. On entend, ok, alors il ne faut plus prendre l'avion, mais il faut réduire ses déchets, et puis il faut manger moins de viande, etc. Donc ça fait aussi, pareil, un brouhaha d'informations. On ne sait pas trop par quoi commencer. Donc nous, on essaye de dire, ok, en fait, si tu veux commencer par quelque chose, tiens, peut-être que réduis ta consommation de viande. Là, tu vas avoir un impact avec une empreinte carbone qui va diminuer, avec moins d'impact sur l'eau, etc. Et aussi sur la santé. Et sur la santé, voilà. Tout est lié, hein. La santé environnementale aussi, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, une fois qu'on comprend un petit peu ça, l'idée, c'est de donner des clés vraiment pour passer à l'action. Donc, ce qu'on fait, par exemple, au Greener Festival, c'est qu'on a, comme on le voit ici, des conférences avec différents experts qui vont intervenir sur des sujets. On a des ateliers très pratiques pour passer à l'action. Donc, on va apprendre à cuisiner soi-même certaines choses, à réparer ses vêtements. Donc, voilà, on donne vraiment du pratico-pratique aux personnes et on met en avant aussi toutes les initiatives pour le faire sur la métropole de Lyon. Et on peut dire que la traduction de ce festival se fait aussi par le biais de ce livre, le guide pour consommer responsable à Lyon et dans ses environs. C'est la 2e édition de ce livre. Qu'est-ce que vous référencez dans ce guide ? Alors, dans ce guide, on a référencé près de 700 structures, à la fois dans le domaine de l'alimentation, donc on trouve ce qu'il faut pour s'approvisionner au quotidien, mais aussi des bars, des restaurants pour si on veut sortir. C'est-à-dire que c'est une sorte d'annuaire ? Alors, ça va plus loin qu'un annuaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le côté adresse, marque, lieu où on peut aller, mais on a aussi énormément de parties explicatives. Donc on va expliquer, par exemple, si on prend le chapitre sur les vêtements, on va expliquer quelles sont les matières textiles à privilégier ou pas, quels sont les labels. Que l'on voit là ici dans ce tableau. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, on va encore une fois rendre l'explication la plus claire et accessible possible. Et géographique aussi, on le voit avec cette carte. Tout à fait. Et derrière, on va dire, ok, si tu veux consommer de seconde main, aller dans une friperie, eh bien, tu peux aller là. Si on veut faire réparer ses vêtements, on peut aller là. Donc on donne vraiment, encore une fois, les lieux ressources où on peut aller. Et vous complétez ça avec un cahier pratique vert, l'infini vert, comme évidemment la couleur verte, mais aussi la nature. Oui, tout à fait. Alors justement, on a voulu compléter le guide avec un outil très pratique. C'est un petit peu comme un cahier de vacances pour adultes, avec des pages à compléter. Donc, par exemple, on va vous inviter à calculer votre empreinte carbone. Là, vous parliez des labels tout à l'heure, par exemple. Voilà. Donc là, on invite justement à aller chercher les labels et à voir qu'est-ce qu'il y a comme engagement derrière. On va inviter vraiment les gens à, entre guillemets, se prendre en main et se dire, ok, tiens, je vais faire un tri peut-être de mon dressing pour garder uniquement les pièces nécessaires et ne racheter que ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui complète le guide avec toutes les thématiques qu'on retrouve dans le guide. Donc on parle d'énergie, d'alimentation, de vêtements, de hygiène, bien-être. Et vous essayez de faire en sorte
que ce soit le plus ludique possible. Vous avez à vos côtés un jeu de cartes qui s'appelle Tout à le fait. Consommètre, Consommètre. qui nous invite à prendre conscience, une fois de plus, de notre consommation dans tous les domaines. Moi, je vais me prêter au jeu. Je vous ai Allez. demandé, avant d'enregistrer cette émission, de choisir quelques cartes pour que l'on puisse se mettre en situation. Tout à fait. Alors, dans le consommètre, on a 3 thématiques. On a le climat, les déchets et l'eau. Et je vous propose de faire plutôt 3 cartes sur la thématique de l'eau. Alors, première question. Faites attention parce que là, je vois quasiment en fait les réponses. Hein, Pardon, parce que vous les on va bien inclinez cacher. vers moi. Vous voyez, je suis honnête. Alors, quelle est selon vous la quantité moyenne d'eau que consomme un lave-linge classique? Un lave-linge, au moment où on lance une seule machine à laver, Une machine à laver, je voilà. dirais 30 litres. Ah, c'est un peu plus. C'est un peu plus que ça, Ouais. d'accord. Ce qui est donc énorme. Voilà, Allez, on va dire 50, un peu plus. encore plus, 150. Bon, allez, on est à 70 litres d'eau en moyenne pour un lave-linge. Et donc, une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors, comme conseil, par exemple, on dit que pour faire des économies d'énergie, il faut faire tourner le lave-linge plein à basse température et aussi à l'entretien régulier qui va être important justement pour ne pas encrasser les tuyaux et devoir changer sa machine. D'accord. Question suivante. Question suivante, quelle est la quantité moyenne d'eau utilisée pour fabriquer un t-shirt en coton? Je dirais 30 litres. Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus que Ouais. ça. 200 litres, Plus. 700, Plus. 1000. Plus. Mais c'est énorme pour un Ouais. seul t-shirt. Pour un seul t-shirt, Alors, donnez-moi la réponse. il faut 2700 litres d'eau. Incroyable. On s'en rend pas compte, mais en C'est-à-dire fait, que là, le t-shirt en coton que je porte a nécessité 2700 litres d'eau. voilà, en C'est moyenne. effrayant. En fait, la Il faut culture être tout du nu coton. dans ce cas-là. Il faut arrêter de porter des vêtements. Alors, c'est pas mon propos, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est qu'on soit vraiment conscient que fabriquer des vêtements, notamment des vêtements en coton, va nécessiter énormément d'eau. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de les faire durer le plus longtemps possible, ces vêtements, de les réparer. Là, malheureusement, on est dans l'ère de la fast fashion, l'ultra fast fashion, qui est vraiment une catastrophe à ce niveau-là, parce qu'elle nous incite à toujours acheter, acheter, acheter et jeter. Donc, voilà, vraiment, gardez vos vêtements le plus longtemps possible. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de questions comme ça dans le consommètre qui permet de prendre conscience de sa consommation de manière concrète Voilà. et de réduire certains actes d'agir. d'achat, notamment. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous êtes entouré d'une cinquantaine de bénévoles, mais aussi de 6 salariés permanents et également de 4 volontaires en service civique. On voit une partie de l'équipe ici permanente et des bénévoles qu'on verra dans la foulée. Quelles sont les missions de chacun et chacune? Donc, au sein de l'équipe justement qu'on appelle permanente, avec les salariés et les volontaires en service civique, les alternants, alternantes, on s'occupe de coordonner un petit peu toutes nos actions. Donc, on a parlé du Greener Festival, du guide, de Cahier, le consommètre. On a aussi d'autres événements tout au long de l'année. Donc, vraiment, voilà, on coordonne tout ça. Et nos bénévoles, d'ailleurs, j'en profite vraiment pour les remercier très chaleureusement de donner de leur temps un petit peu toute l'année. Et d'en pour, appeler d'autres aussi. Voilà. Et en fait, les bénévoles, eux, ils vont être sur plein de types d'actions. Par exemple, sur le Greener Festival, on a 70 bénévoles quand même qui sont mobilisés. Donc, ils vont s'occuper d'accueillir les personnes, voilà, de gérer la buvette, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui vont écrire des parties du guide, qui vont relire, parce qu'on a aussi beaucoup de relecteurs derrière. Et qui participent aussi à des interventions dans les entreprises et les établissements scolaires Tout à fait. par le biais de conférences ou d'ateliers. Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment aller vers les personnes, parce que, alors c'est bien beau de créer nos propres événements où on attend que les gens viennent vers nous, mais on aime aussi aller vers. Donc on intervient dans des établissements d'enseignement public, établissements d'enseignement supérieur, dans des entreprises, voilà, pour animer des temps de conférences, d'ateliers autour des sujets de consommation et des jeux comme le consommètre. Mais vous trouvez que tous ces publics que vous venez de citer sont de plus en plus sensibles aux enjeux de développement durable, ou c'est encore compliqué de se dire j'achète moins de t-shirts et j'utilise du seconde main? Alors, de ce que je perçois, il y a vraiment une prise de conscience quand même. Entre 2016, quand j'ai créé l'association, et maintenant, voilà, clairement, je pense qu'on a compris avec les canicules qu'on vit, les méga-feux, etc., qu'il y avait quand même un sacré souci. Maintenant, il y a aussi tout un contexte géopolitique, l'inflation, etc., qui va mettre d'autres priorités sur le devant de la scène et effectivement voilà, agir, faire des éco-gestes, etc., ça va passer un petit peu au second plan. Autre chose aussi, nous on est plein d'associations, on n'est pas les seuls à Lyon, mais dans la région et ailleurs, il y a vraiment plein d'associations qui essayent d'agir avec leurs petits moyens. Et on fait face à des géants, des marques par exemple d'ultra fast fashion qui ont des budgets marketing absolument colossaux.
c'est difficile de lutter contre quand on a ces plateformes qui inondent les réseaux sociaux, qui inondent les jeunes de messages pour dire consommer, consommer, consommer. Pas que les jeunes d'ailleurs. On parlait de formation il y a quelques instants, vous êtes la cofondatrice de l'Institut Transition qui a été créé en 2019. Aujourd'hui, vous intervenez en tant que formatrice pour accompagner cette transition écologique et solidaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que, comme on l'a évoqué au début, j'ai moi-même vécu une transition professionnelle voilà, un peu sur le long cours. Ça a pris son temps. Et donc, ça me tient vraiment à cœur de partager ça et puis d'accompagner des personnes qui sont elles-mêmes dans ce processus. Et donc, c'est ce qu'on fait effectivement au sein de l'Institut de Transition auprès chaque année d'une 50aine de personnes qui s'engagent sur un an à voilà, s'introspecter et puis trouver aussi leur voie. Et vous avez reçu il y a quelques jours un prix d'ailleurs pour l'ensemble de votre œuvre et votre engagement envers cette préservation de l'environnement. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée. Alors, je n'ai pas candidaté, c'est ce média qui m'a choisi, Lyon Femmes en l'occurrence, pour être l'une des 25 lyonnaises de 2025. Voilà, donc je suis fière de ça et je suis contente aussi que les messages que je porte, les sujets écologiques aussi, continue à être voilà, sur le devant de la scène, malgré un contexte aussi qui n'est pas vraiment favorable à ces sujets. Et elle aussi a reçu ce prix il y a quelques années désormais, c'était en 2023. L'artiste que vous avez voulu avoir à vos côtés ce matin, que l'on voit là à l'image, c'est Melba, qui a participé à The Voice en 2020 et qui depuis fait son bout de chemin avec la sortie de son dernier EP en 2024. 5 titres qu'on écoutera tout à l'heure. Ce sera juste après l'envers du décor, où là on ouvre votre journal intime. Oh. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move. Alors vous aimez quitter Lyon de temps à autre et allez vous ressourcer dans les Alpes et dans le Vercors. Pourquoi en particulier cette partie du territoire ? J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans le Vercors. Je trouve déjà c'est un endroit qui est assez accessible depuis Lyon. Et puis j'ai eu la chance de... C'est vous sur la photo là ? Oui, c'est moi. Avec des cheveux un peu plus longs. Avec des cheveux plus longs. Là, en l'occurrence, c'était un week-end de bivouac, voilà, avec la tente posée sur un petit col. Et je trouve ça assez incroyable de pouvoir comme ça profiter de la nature, s'endormir avec le coucher du soleil, se lever et voir aussi le lever du soleil dans des paysages assez fous avec les falaises comme ça. Et poétique, bien évidemment. Une chanteuse d'ailleurs qui fait preuve de beaucoup de poésie, c'est Clara Isé, avec notamment son titre Douce, artiste que vous aimez particulièrement et qui est d'ailleurs montante ces dernières années. J'aime beaucoup cette artiste. J'ai eu la chance de la voir il y a peu de temps au Gradient à Caluire, à côté de Lyon. Et je trouve que c'est vraiment une artiste qui a une sacrée voix, des textes très poétiques et aussi, mine de rien, des messages assez engagés derrière, assez féministes, donc j'aime beaucoup. On verra dans quelques instants si Melba aime beaucoup cette chanteuse. Avant cela, vous, la personne que vous trouvez formidable, c'est Claire Nouvian, la fondatrice de l'association Bloom qui protège les océans. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur elle aujourd'hui ? Je trouve que c'est vraiment une personne qui est portée par ses convictions. Je me retrouve un peu à mon échelle en elle parce que voilà, elle porte une association et elle fait beaucoup de plaidoyer, c'est-à-dire voilà, elle essaie d'interpeller les pouvoirs publics à l'échelle du territoire au niveau national, mais aussi au niveau de l'Union européenne pour essayer de protéger coûte que coûte les océans. Et je trouve que vraiment son combat, il est admirable. Et elle aussi interpellée à certains combats, notamment sur l'inclusivité. C'est Melba, cette chanteuse dont on évoque son nom depuis tout à l'heure, qui va maintenant nous rejoindre tout de suite. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're Melba, bonjour, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors on va développer évidemment votre univers artistique dans quelques instants, mais avant cela, moi je suis quand même curieux à propos de votre rencontre, parce que vous avez souhaité qu'elle soit là ce matin. De quelle manière vous avez découvert Melba ? Eh bien, il s'avère qu'on habite dans le même quartier et qu'on a une connaissance commune. Donc voilà, à l'occasion d'une soirée, on s'est rencontrés et j'ai beaucoup apprécié Melba. Et puis j'ai eu l'occasion ensuite d'aller la voir 2 fois à ses concerts et j'ai trouvé que voilà, elle était incroyable sur scène. Donc, Et vous nous direz pourquoi dans quelques instants. Elle est incroyable sur scène. Avant, on va revenir sur votre parcours. Vous avez participé notamment à l'émission The Voice en 2020 et depuis, donc, vous tracez votre chemin. En septembre dernier est sorti un nouvel EP de 5 titres qui s'appelle Trop belle pour toi. On va
va écouter tout de suite un extrait du titre Drama Queen et juste après, on évoquera votre univers évidemment et vos sensibilités. Prête-moi ta couronne, je veux tous tes bijoux. Prête-moi ton courage et les colliers de larmes à ton cou. Prête-moi ton audace, j'ai le cœur à genoux. Trouver l'interrupteur, éteindre la pudeur pour libérer l'alarme. Moi j'ai jamais su dire trop, j'ai jamais su faire sortir tous ces secrets sous ma peau. Pourtant je ne sais pas mentir. Drama queen, drama queen. On gardera nos épines car toutes nos héroïnes sont comme ça. Drama queen, drama queen. On gardera nos Alors Melba, est-ce que vous vous considérez comme une drama queen? Ah ben, c'est tout le sujet de la chanson, c'est que je ne suis pas une drama queen, en tout cas je suis sur le chemin, mais je ne suis pas encore. Et cette chanson, c'est un hommage aux personnes qui savent exprimer très fort leurs émotions. Oui, c'est-à-dire libérer ses émotions. Exactement, Ouais. chose que moi je ne sais pas trop faire en dehors de l'écriture de chansons pour l'instant. Mais déjà j'y pas mal. travaille fort, j'y travaille fort. Vous le faites de cette manière, c'est déjà une bonne voie en tout cas. L'inclusivité est votre cheval de bataille. Comment ça se traduit dans vos chansons et sur scène? Eh ben, c'est une bonne question. J'essaye déjà dans mes collaborations d'inviter des personnes de plein de bords différents. D'horizons, de minorités différentes. Voilà, exactement. Là, on a tourné ce clip-là avec des drag queens que j'adore, qui sont des artistes lyonnaises. Voilà, moi-même, je fais partie de plusieurs minorités. Par exemple, la première, je pense que ça se voit, je suis une personne grosse. Donc déjà, c'est un peu original, entre guillemets, d'être sur scène et d'avoir ce corps-là. Et avec une chevelure extraordinaire. Moi, je Merci. me dis avant d'enregistrer cette émission. Ben, pareil, avoir les cheveux gris à mon âge, c'est un petit peu original. Bon, voilà, je me Mais fais c'est moins naturel. insulter dans la rue pour mes cheveux que pour ma grosseur. Mais c'est vrai que c'est un peu un statement aussi d'avoir les cheveux gris. En tout cas, votre univers diffuse une énergie contagieuse avec des sonorités, on l'a entendu là, empreintes d'électro, de pop. C'est le cas aussi dans le dernier titre, Le Feu Sacré, qu'on va voir là en images. Vous dites que cette chanson est votre mantra préféré, votre lueur dans les moments les plus sombres pour que l'on se rappelle que le feu revient toujours. Oui, c'est vrai, c'est une chanson qui parle justement, ça part d'un sujet un petit peu sombre et profond et j'essaye d'aller vers la lumière et c'est vrai que c'est souvent ce que j'essaye de faire dans mes chansons en général et sur mes propositions sur scène, etc. Et vous avez pris beaucoup de plaisir à tourner ce clip en pleine nuit d'ailleurs. Oui, oui, c'est un clip qu'on a tourné vraiment avec les moyens du bord. La réalisatrice cadrait elle-même avec une toute petite caméra et une lampe torche, donc c'est vraiment très artisanal comme tournage. Mais c'était extraordinaire de Et le tourner ce résultat clip. est fun, c'est comme ça que Ben vous oui, résumez. j'en suis contente. Vous serez en concert au Québec le 17 février et puis dans notre région le 20 mars à Marcy-l'Étoile et le 21 mars à Soucieux en Jarret. Vous avez un public fidèle maintenant depuis quelques années. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous êtes sur scène? Ben, c'est de partager des émotions avec les gens. Principalement, j'essaye dans mes concerts de faire passer les gens par plusieurs émotions. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. J'essaye de faire rire les gens, j'essaye dans mes chansons, voilà, il y a des chansons un peu plus tristes, des chansons un peu plus joyeuses pour parler un petit peu des grandes émotions, mais on passe aussi par plein de sujets différents, le rapport au corps, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'inclusivité justement. Donc j'essaye d'accueillir tout le monde au maximum dans mes concerts. Et d'accueillir votre voisine quasiment de Exactement. quartier Clémentine. Qu'est-ce que vous aimez chez Melba et qu'est-ce que vous avez apprécié lorsque vous l'avez vue sur scène? Je trouve qu'elle a une énergie incroyable et puis sur scène, elle arrive à faire rire tout le monde. Enfin, je trouve que, tout le monde est embarqué. C'est-à-dire que vous intervenez quand même souvent sur scène alors? Oui, je parle beaucoup. C'est presque, c'est un petit peu à mi-chemin. C'est le retour qu'on me fait souvent entre le stand-up et le concert. Et Donc, c'est ce que vous avez fait aux Nuits de Fourvière, notamment en Oui. 2023. C'était une première pour vous de participer à un festival aussi important? Oui, oui, et puis c'est un lieu mystique, donc mythique et mystique. Il se passe des choses entre ces vieilles pierres, c'était assez impressionnant. Et
effectivement, j'ai tellement parlé que j'ai même pas eu le temps de faire ma dernière chanson. Mais ça fait partie aussi de moi de parler, donc je regrette rien du tout. C'est un moment que vous aimeriez vivre de nouveau à Bien Lyon. sûr, mais bien sûr, c'est tellement incroyable d'être dans ce lieu-là qui est chargé de tellement de choses. Enfin, c'est Bientôt, quand même antique. et bientôt à Lyon aussi, parce que vous aimez bien utiliser la ville comme décor, vous allez tourner votre prochain clip Oui. avec le titre éponyme de votre album Trop belle pour toi. Oui, tout à fait. Je viens de tourner la plus grosse partie de mon prochain clip sur la chanson Trop belle pour toi à l'hôtel de ville de Lyon. Et j'en suis très heureuse parce que c'était important pour moi d'investir un lieu de pouvoir, mais aussi un lieu qui appartient à tout le monde au final et de me rouler dans les dorures qui sont les nôtres. De l'hôtel de ville du XVIIe siècle. C'est Merci ça. beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas tous les deux ce matin. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 9h, bien évidemment. Passez un excellent week-end sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et retrouvez toutes les émissions sur France.tv. À lundi.